Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Raphaël, partie 2 de ton témoignage. Ta question magique que tu as tirée au sort, c'est la suivante. Quelles sont les barrières que tu as rencontrées en cherchant à t'épanouir sexuellement ? Une des barrières dont tu m'as parlé dans l'épisode précédent, c'est « je cherche à pas avoir de sentiments ». Il y a comme un blocage à l'idée d'être amoureux et tu lis ça, tu connectes ça à la première fois où tu es tombé amoureux et apparemment ça t'a impacté grandement. Est-ce que tu peux me raconter ta première fois où tu es tombé amoureux? C'était quand? C'était en 2018. Et Tu avais quel âge? J'avais 21 ans. Je partais sur mes 21 ans. Et en fait, je rencontre un mec qui est de passage pour le taf sur l'île. Donc lui, il métropolitain? Ouais. Blanc? Ouais. Il y a comme un truc qui se dessine. Laisse-moi prendre note. Il est de passage pour la soirée sur l'île. Il est arrivé le matin et en fait, il n'y a même pas eu... je me connecte sur Grindr et on parle ensemble 5 minutes et en fait, il m'invite très rapidement à sa chambre d'hôtel et j'y vais. Et donc, homme plus âgé que moi, je crois qu'il a 4 ans de plus que moi. On va avoir dans la même soirée 2 rapports sexuels qui m'étaient jamais arrivés avant. Je n'avais jamais eu de 2 rapports sexuels... Qu'est-ce qui constitue la fin d'un rapport sexuel et donc le début d'un autre pour toi? Le moment où on jouit en fait. Okay. Voilà. Donc c'est l'éjaculation qui L'éjaculation, conclut. ouais. Et donc avoir 2 rapports sexuels pour toi, c'est éjaculer 2 fois. C'est ça. Il a éjaculé 2 fois et j'avais éjaculé 2 fois. Et le truc c'est que au moment où on commence le deuxième rapport sexuel, genre j'étais déjà limite à la porte. Genre de sa chambre d'hôtel, je m'étais déjà réhabillé. Prêt à partir et je sais pas, il y a eu un entrain magique où en fait on est reparti une deuxième fois, j'étais waouh. Et à la fin je rentre chez moi et dans la voiture je me souviens de dire putain, j'ai passé un sacré bon moment avec ce mec. Sexuellement, il s'est passé quoi? C'est plutôt sensuel ou brutal? Avec lui, alors c'était pas brutal mais il était un peu dominant et j'avais bien apprécié. Je pense que c'est peut-être la première fois donc là j'étais passif. C'était la première fois où j'avais affaire à ce genre de mec un peu dominant. Ça veut dire quoi? Concrètement, si tu essaies de me ramener dans la chambre de l'hôtel, il se passait quoi que tu stipules dominant? Il avait pris le dessus sur ma personne. Où en fait il menait vraiment l'acte du début à la fin. Je te dis quoi faire, quand le faire. C'est ça, un peu comme ça. Et on va dire ce que moi je considère viril dans les actes. Donc dans sa manière de pénétrer. Comment on pénètre de façon virile? C'est avoir le dessus sur la personne et puis ce mi-chemin entre un peu la force et pas aller jusqu'au... Il te claque les fesses, c'est-à-dire il rentre et il sort très vite et ça fait clac-clac et ça c'est viril pour toi. Et puis il y a du côté où en fait il y va avec... comment dire? Avec aplomb. Il y va vraiment. Il y a très peu de tendresse dans il y a très peu de tendresse dans le truc. Ok, et t'étais suffisamment dilaté ou ça t'a fait mal? Non, j'étais suffisamment dilaté. J'ai vraiment pris plaisir. J'ai pas eu mal de toute cette relation, de cet acte sexuel-là avec lui. C'était bon, quoi. Ouais. Et tu te sentais respecté? Oui. Tu sentais que tu pouvais dire stop? Ouais. T'as dit stop?
à Non. certains moments? Pas avec lui, pas ce jour-là. On a eu d'autres rapports où j'ai dit stop, où je pouvais pas. Comme quoi? Ou à un moment donné, enfin un jour, il a essayé de me pénétrer, mais j'étais vraiment pas. J'arrivais pas à me dilater, du coup Ouais. j'ai dit stop, là je peux pas, et il s'est clairement arrêté tout de suite. Ok. Donc voilà. On est dans la voiture, t'es en train de rentrer. Je rentre chez moi, Chez toi. dans mon appart étudiant. Et là, Et, t'habites où à ce moment-là? J'habite à Saint-Denis, Ok. j'habite à la nord. capitale. Et donc je rentre Et chez tu te moi dis, waouh, et je me dis waouh. t'as des étoiles dans le cul, Exactement. ça frétille, ça pétille, C'est exactement. dans les yeux. Pour l'instant, j'ai les étoiles dans le cul. Alors si ça pétille trop longtemps, symptôme possible d'IST, on se check régulièrement les enfants. Une Clairement. fois tous les 3 mois, si on a plusieurs partenaires, c'est le ministère de la Santé qui nous le dit. Tu Exactement. as plusieurs partenaires toi? Ça peut m'arriver d'avoir plusieurs partenaires. Et C'est automatique, tu te check tous les 3 mois ou pas? Pas tous les 3 mois, parce que j'y arrive pas tous les 3 mois pile. Mais je me fais. Je sais. J'essaye minimum 3 fois par an. Et sinon, dès que je peux ou dès que j'ai un doute sur le rapport sexuel, j'y vais tout de suite. On parlait dans l'épisode précédent de ton joli carnet Astérix Obélix. C'est un agenda? Non. Ah. Non. Parce que moi, mon conseil, c'est... non, pas de charge mentale, de « ah oui, il faut que j'y pense » et tout. Non, non. J'ouvre mon agenda, qu'il soit papier ou électronique, et je crée un rappel tous les 3 mois, point final. Et le rappel, c'est prendre rendez-vous. T'es en France, donc t'as des Cégides, toi-même tu sais. C'est là où tu te fais... Oui. Ok. Il est bien le Cégide Et très bien. de La Réunion. Ouais. Génial. Il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a. Alors, il y en a Il y en a un 2. dans le nord Ouais, c'est ça. et un dans l'ouest. Moi, Ok. j'ai celui qui est dans l'ouest que je Génial. trouve formidable. Donc, dès que sur ton agenda ça apparaît, tu ouvres la page, tu prends rendez-vous, même si c'est dans un mois, en fait on est bon parce que c'est tous les 3 mois et on n'en parle plus. Faudrait que je fasse ça, je vais suivre ton conseil. En fait, c'est important parce que tu as des trucs qui sont asymptomatiques. C'est important plus généralement parce que si tu as plusieurs partenaires, c'est une façon de prendre soin de soi, des autres. Et puis en plus, tu as des professionnels qui du coup t'aident. Et en fait, un truc qui est chopé rapidement, il n'y a pas de sujet, tu vois. Clairement. T'as fait tes vaccins? Ouais. Tes vaccins pour nous, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc, merde, je les connais pas par cœur. Hépatite B. Petite Bon, allez vie, au Cégide. Voilà. Et si Donc, j'habite... je suis à jour sur tout, mais c'est vrai que c'est un truc où j'ai du mal. C'était le petit moment Ouais. pub santé. Si les gens me disent... Parce qu'en fait, on est écouté du monde entier. D'ailleurs, fun fact, dans le top 10, le Japon est arrivé. Et là, je suis là, donc je suis trop curieux. En plus, je me dis, ah putain, je vais aller au Japon. Et je ne sais pas pourquoi soudainement le Japon a explosé, donc il faut que j'arrive à comprendre. Et là, il y a des gens qui me disent, oh, tu nous emmerdes avec tes Cégides. Moi, je suis pas en France. Bon, il y a plein d'autres systèmes qui existent de façon similaire, mais après, il y a aussi, nous, on a créé avec des auditeurs un annuaire où dans le monde entier, des auditeurs et des auditrices queer qui sont allés voir un professionnel de santé et qui se sont sentis bien, à l'aise et tout. Donc c'est vraiment une évaluation subjective, mais tout de même, tu vois, ils mettent les coordonnées. Donc ça peut être une manière d'aller voir des généralistes ou des médecins. Parce que si une personne s'est sentie à l'aise en parlant de ses sujets intimes, c'est plutôt très bon signe, donc on peut aller essayer. Autre idée. Parce que en fait, pour moi, ma vie sexuelle s'est transformée quand, au lieu d'être réactif à ma santé sexuelle, c'est-à-dire quand il y a une embrouille et une merde, là je me mets à me poser toutes les questions. En fait, maintenant, je suis proactif, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. En fait, comme moi j'ai trouvé mon bon expert, ma bonne experte, moi c'est une médecin généraliste, lesbienne, que je kiffe, trop à l'aise de lui dire tous mes trucs, super bienveillante et tout, et genre bien au clair sur nos sujets et tout, il n'y a plus de sujet, et donc bam, automatisme, je prends rendez-vous tous les 3 mois, point final. Et ça a transformé ma vie sexuelle, parce que du coup, j'ai une approche vachement plus adulte et plus soigneuse. Ok, je veux me protéger comment, de quoi, c'est quoi les sujets, etc. Bon, c'est la fin de la petite pub. Je suis pas à l'abri de t'envoyer un WhatsApp dans 3 mois en mode « Coucou, c'est Guigui, as-tu... » Ton petit rappel. Et ton petit rappel. Bon, tu te souviens de ce dont on est en train de parler ? Ouais, on était dans la première fois. Ça pétille dans notre cul, on est dans la voiture, dans les Dans le bouchons. mien surtout. Dans le tien, ouais. Mais
par miroir, ça pétille un peu en moi. Et donc, on est coincé dans les bouchons pour aller à Saint-Denis. Absolument pas. C'était le soir, il était peut-être 23h, il n'y a plus de bouchons. Plus de bouchons à 23h. Donc, je rentre chez moi, j'en ai pour 10 minutes de bagnole. Et tu te dis Et waouh. vraiment, je me dis waouh. Genre, ça faisait un moment que j'avais pas pris mon pied comme j'ai pris mon pied ce soir. Raconte-moi le déclic, le moment où tu te dis ah putain, je crois que c'est ça d'être amoureux avec lui. C'est pas encore là, c'est vraiment qu'en fait ce mec... Alors du coup quand j'arrive chez moi, je reprends Grindr et je lui envoie un message en lui disant bah franchement j'ai vraiment kiffé, quand tu repasses sur l'île, hésite pas à m'envoyer un message. Et lui il me répond, je m'en souviendrai toujours. Il me dit bah écoute, je t'ai déjà mis dans mes favoris sur Grindr. Donc je suis là waouh, ok, donc il a vraiment apprécié. Et on n'a pas envie de passer au WhatsApp, au numéro de mobile et tout? Non, pour l'instant, on reste là-dessus. Il vient une deuxième fois, où cette fois-ci, je crois qu'on va manger au resto ensemble. Et ensuite, on couche ensemble. Après ça, je crois qu'on passe sur Messenger. Et c'est à partir de là où, en fait, on va créer une relation régulière. Où il vient à peu près 2 fois par mois. Il venait deux fois par mois sur l'île. Tu veux dire son métier? Il est dans le médical, en hôpital. T'es encore en contact avec lui aujourd'hui? Ça m'arrive d'avoir encore juste discuté. Lui aujourd'hui, il a un copain, il vit dans le sud de l'île. Et on se croise parce qu'on a des événements sur l'île qui fait qu'on arrive à se croiser. Vous vous croisez quoi. Voilà. Ok. Et puis des fois on discute, on s'échange. Attends, mais il faut que tu m'expliques comment on en est arrivé là. Vas-y. Donc on commence à avoir cette relation régulière ensemble. Ouais. Où, resto, sodo. Voilà. Et c'est exactement ça. Ça résume le truc. Il vient 2 fois, 3 fois par mois et c'est ça. Et vraiment, je pense au bout du 4e mois, je sens que mon désir pour lui change. Ou en fait, ce n'est plus que sexuel. Ah. Parce que là, je commence à passer les nuits à l'hôtel avec lui, à dormir avec lui. Et tout ça commence à me créer des sentiments pour lui. Et des sentiments que je n'ai jamais eus auparavant. Imagine, il y a des Martiens qui viennent, ils parlent ta langue et ils ne connaissent pas ces sentiments de l'amour. Si tu devais les expliquer à quelqu'un qui n'a pas le même corps que toi, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête? Comment expliquer quelque chose que moi-même j'ai du mal à expliquer? Je sais pas, en moi il y a un truc qui résonne et où je suis là, mais où j'idéalise peut-être la personne et je suis là, mais en fait il est si tendre, si doux avec moi. Quand je suis avec lui, il y a une alchimie incroyable, on se comprend. Enfin, il y a un tout qui fait que quand on est ensemble, on est connecté, on n'est plus qu'un. Tu veux le voir sans cesse? On se voit vraiment à chaque fois qu'il vient sur l'île. On dort ensemble. Moi, c'est genre la première fois où je dors avec un mec et je dors dans ses bras ou il s'endort dans mes bras. On s'envoie des messages tous les jours, au réveil, au coucher, dans la journée. On se demande comment s'est passée notre journée. On s'appelle, mais on reste des heures au téléphone ensemble. Moi, entre-temps, je repars vivre chez ma mère, donc je me retrouve dans le couloir de mon immeuble à marcher, ou genre quand j'ai jeté la poubelle, à l'appeler pour pas que ma mère capte que je commence à avoir quelqu'un, sachant que je n'ai pas encore fait mon coming out à ce moment-là. Encore moins à mes amis et encore moins à ma famille. Donc voilà. Et tu as dit il est tendre, alors que ta première fois il était plutôt domi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure les relations sexuelles ont évolué? Non. Il est tendre, dans l'acte domi. Ouais, en fait dans l'acte sexuel il est plutôt domi. Okay. Et puis dans la sphère classique il est vraiment tendre, à l'écoute, vraiment un mec, un nounours. Parce qu'il, du coup, physiquement, il ressemble, il est un peu nounours, il a des formes, il a des poils. Il a un peu de forme, pas de poils, mais il a un peu de forme. Mais vraiment, je le considère comme un nounours parce qu'il est très câlin, très tendre à ce moment-là. Et plus grand que toi? Ouais. Tu mesures combien? 1m65. Je suis déjà petit pour la moyenne. Donc c'est très facile d'être plus grand que moi. Ok.
Et donc ouais, plus grand que moi. Et en fait, se construit tout ça. Et à un moment donné, j'ai un blocage parce que c'est trop fort pour moi. Et moi, je sais pas ce qu'il ressent à ce moment-là. Mais on a cette relation. Même lui aujourd'hui, il dit on n'était pas en couple, mais on était quasiment en couple. On avait tout d'un couple, mais sans être en couple officiellement. On s'est jamais dit qu'on est ensemble. Je suis trop triste. Et à un moment donné, c'est vraiment, mais genre vraiment trop fort pour moi. Parce que ce que je ressens, je n'ai jamais ressenti pour personne. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, ces papillons là dans le ventre. Donc voilà. Et je bloque et je commence à mettre un peu de distance. Lui ne comprend pas parce que je ne lui parle pas de ce que je ressens, de mes problématiques à ce moment-là. Et en fait, on se met à se fighter, en fait, à s'engueuler régulièrement. Plus que, du coup, à s'aimer comme on s'aimait avant. Vous vous engueulez sur quel sujet concrètement ? Sur le sujet que je lui parle de moins en moins, ou quand je lui parle, je suis un plus vache, plus méchant. Que je prenne de la distance. Ok. Donc voilà, lui ne comprend pas et en fait je l'explique pas, je ne lui explique pas pourquoi je prends cette distance. Quand tu dis que c'était trop, c'est que ça te crée de l'inconfort, des angoisses, enfin c'était un trop plein. Qu'est-ce qu'il fallait arrêter ? Qu'est-ce que ton cerveau disait ? En fait, j'étais submergé par les émotions. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je ressentais trop de trucs. Je me sentais débordé de tous les côtés que j'étais non, en fait, je peux pas. Et ça prenait, en fait. Ça avait une répercussion sur ma vie pro et perso. Où, en fait, je ne pensais qu'à lui toute la journée. Quand j'étais au travail, je voulais juste avoir mon téléphone avec moi pour voir s'il m'avait envoyé un message. J'étais plus concentré sur les choses que je vivais, j'étais concentré sur lui. Donc je prends un peu de distance sans lui expliquer, lui est toujours à Mayotte. Et il y a des moments où il vient sur l'île où en fait je m'invente des indisponibilités, où je lui dis que je suis pas dispo alors que je suis juste chez moi dans mon lit. Donc voilà. Et ça va créer une tension entre nous qu'on va un peu rétablir plus tard, où je vais lui dire, donc on a arrêté de se parler, on arrête de se parler pendant un moment, on n'échange absolument plus, il vient à la réunion, on se voit plus. Et à un moment donné, je retourne vers lui en lui expliquant les choses. En lui disant, écoute, je suis désolé, j'ai merdé, j'ai eu c'est la première fois que je ressens ça pour un mec. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et plutôt que de t'en parler, j'ai préféré mettre de la distance entre nous, parce que je pense que malheureusement c'est comme ça que je fonctionne. Il a répondu quoi ? Et c'est là qu'il me répond que ce que je ressens, il le ressent. Ces émotions que j'ai vécues, que j'ai eues, il les a vécues, il les a toujours comme je les ai toujours à ce moment-là. Et c'est là que je me dis, en fait, vraiment, Raphaël, t'as merdé. T'aurais dû exprimer ce que tu ressentais, parce qu'en retour, la personne en face ressentait la même chose. Parce qu'il était trop tard ? Non, il n'était pas encore... Je pense que ça a quand même cassé un truc dans cette relation, mais après ça, on a recommencé à échanger et à se voir. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui ? Je pense on est arrivé à un point dans notre relation, à un moment où on avait des choses à régler avant, parce que lui aussi était dans ce cas-là. En fait, on était tous les... Ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on était dans le même cas. Pas out. Pas out. Lui, pareil, il pensait vivre avec une femme, avoir des enfants. Ses amis n'étaient pas au courant pour lui, sa famille non plus. Et en fait, on était vraiment identiques là-dessus. Et je pense qu'à un moment donné, en tout cas moi, j'avais besoin de m'éloigner de cette relation qui m'avait fait découvrir tellement de choses.
et de me dire ok, cette chose vient de m'arriver, c'est pas ce qui était prévu dans mon schéma de vie, parce que j'avoue, moi j'avais à la fin du lycée, j'avais écrit mon schéma, c'était je pars faire mes études, tant d'années, mes études, je les ai merdées. À 28 ans, je serai mariée, j'aurai un enfant. J'ai 28 ans, je suis célibataire sans enfant. Ça veut dire quoi, j'ai merdé mes études? C'était pas les bonnes? En fait, c'était pas les bonnes, ça m'intéressait pas. J'allais pas en cours, je faisais la fête. Et en fait, je fais 3 ans dans le vide où il se passe rien. T'es pas au bon endroit ou t'es justement au bon endroit? Je suis pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Parfois, parce que faire la fête, c'est le bon endroit. Ah, pour faire la fête, j'étais au bon endroit. Mais c'était pas vraiment. Les études, c'était pas. En fait, c'était pas ce que je voulais, je pense. Et en fait, je me cherchais encore dans les études et j'ai compris un peu plus tard. Parce que j'ai fini. Enfin, j'ai mis une pause à mes études, puis j'ai repris. Et tout ça, c'est pas mal. Avec ce mec, c'est pendant tout ça aussi. Et du coup, je pense qu'on avait besoin de s'éloigner pour comprendre aussi qui est-ce qu'on était finalement l'un et l'autre. Ouais. Lui, aujourd'hui, je le vois, j'espère pour lui, heureux dans sa relation avec son mec actuel. Ses parents sont au courant. Et voilà. Mais. Tu dis ça parce que les tiens ne le sont pas? Les miens ne le sont toujours pas. Toujours? En mode, t'es un peu impatient ou. Comment tu comprends ce toujours? Parce qu'en fait, chaque année, je le dis, je vais leur dire, et chaque année, je reporte le truc. Tu vois, genre là, on a eu un repas le 1er janvier, et au matin, quand je me suis réveillé, j'étais là, tiens, je le dis aujourd'hui. Je suis arrivé au repas, je me suis dégonflé. Je sais pourquoi je me suis dégonflé. S'il y avait des gens qui étaient là, avec qui j'avais pas envie de discuter autour de ça. Mais voilà. Mais ouais, chaque année, je me dégonfle un peu et chaque année, mes potes sont là, non mais Raphaël, au bout d'un moment, vas-y quoi. Et puis, on connaît ta famille, ils sont super bienveillants, ils sont ouverts d'esprit. Ah bon? Ouais. Et en réalité, je pense qu'ils s'en doutent. Me posent pas la question. Ma mère me charrie un peu de temps en temps. Ou des fois, quand je l'emmerde un peu, elle me dit ouais, mais, putain, c'est quand tu te barres de la maison que tu trouves une femme ou un mec. Ah, elle est shoot. Non, elle est pas shoot. Pourquoi tu fais ce visage? En fait, non, je fais ce visage. Tu sens comment ce propos de ta maman? Je le prends un peu comme un pic, tu vois, où genre je suis là. Elle se pose peut-être des questions. Elle me pousse peut-être un peu à le dire, tu vois. Ah elle te dit qu'elle est prête, elle non. En fait, je sais pas. Ouais, je suis là. Elle me lance un pic, je suis là. Ah non, Raphaël. Attends, qu'est-ce que tu sais pas? Genre une maman qui dit, quand est-ce que tu me ramènes une femme ou un homme? Le truc, c'est que nous, dans ma famille, dis-moi, on a un humour. On fait des blagues. Si t'es pas habitué à ma famille, tu peux finir en pleurant. D'accord, oui, c'est possiblement pas du tout un discours d'ouverture, mais une pique en mode, tu pourrais soit me ramener une femme, soit t'es un dégénéré et tu me ramèneras un homme. C'est ça. Ok, pigé. Sachant que pareil, moi, ma mère, un peu plus, plus jeune, période ado, elle m'a clairement sorti 1 ou 2 fois. Surtout, tu me ramènes pas une fille oreille. Oreilles métropolitaines. Ouais, ok. Ma mère est absolument pas raciste des oreilles ou quoi que ce soit. On a des amis métropolitains, mais je pense que pareil, elle dans sa construction, il y a un truc aussi où la famille, elle se fait entre réunionner. Ouais. Et tu penses que elle serait ok si c'est d'autres ethnies ou faut que ça soit un peu Caf Malbar? Je pense qu'il faut que ce soit un peu Caf Malbar. Ah ouais. Ok. Est-ce que je me suis posé la question de est-ce qu'elle m'avait pas dit ça parce que elle-même son style de mec, c'est les Caf Malbar. Parce que mon père est un caf. Enfin, clairement, elle préfère les cafs, j'ai envie de le dire. Et elle aime ma compagnon qu'elle a eu plus tard. C'est aussi des cafs. Il y a eu un yab, mais c'est tout. Ok. Pour les gens qui sont perdus on appelle ethnie. Hein. Ouais. Les gens qui sont perdus dans cette dénomination d'ethnie, on les explique en épisode 1 Exactement. de ton témoignage.
T'as l'impression... T'as envie... Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu dis « Je me vois mettre à distance les hommes. Je me vois confus dans mon attirance, homme plus âgé, homme plus jeune. Qu'est-ce que j'aime, position. » Il y a un petit peu de confusion là-dessus. Et aussi, plus généralement, j'observe que voilà, s'il y a la possibilité d'avoir des sentiments, je bloque. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et tu me disais dans l'épisode précédent que dans ton joli carnet Astérix et Obélix, tu avais marqué une phrase pour 2025 et un peu tes objectifs pour l'année. Sur ce sujet de l'épanouissement intime, tu as envie de mettre quoi en place pour cette année? J'ai allé voir... Alors j'ai oublié exactement le terme, mais il n'est pas que psy. Et en fait, je pense que j'ai un travail énorme sur un passé que j'ai dans mon enfance qui me coince un peu sur cet épanouissement en tant qu'homme homosexuel. Du coup, T'as pris du coup ton premier rendez-vous chez le psy, c'est ça? J'ai pas encore pris le premier rendez-vous. J'ai déjà échangé avec la personne. T'as trouvé peut-être un j'ai trouvé le professionnel qui pour moi, avec qui je pourrais être prêt à échanger. Ok. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour que je puisse vraiment échanger librement. J'ai confiance en la personne. Enfin, bien sûr. Je ressente bien la chose. Donc voilà. J'ai prendre plus soin de moi, écouter plus mon corps. J'ai une naturopathe, une amie naturopathe avec qui j'ai prendre des rendez-vous régulièrement pour travailler sur moi, sur mon corps. C'est quoi les signes de ton corps que t'écoutes pas parfois? Les douleurs, les points que je peux avoir, ou vraiment genre là par exemple ça fait 4 mois que j'ai un point dans l'épaule et genre là j'ai rien fait pour. Ouais. Fin du mois de décembre, je me dis ça y est, j'ai un peu plus de temps, ça se calme au niveau du taf. Je l'ai appelée, elle est en congé. Ouais. Mais voilà, ça doit se faire et c'est vraiment écrit dans mon petit carnet là. Et ça, tu fais un lien avec l'intime, ton développement intime? Oui, parce que je pense que j'ai besoin de travailler sur moi, encore de me déconstruire sur ce truc, je suis gay et comment je peux être 100% moi là-dedans. Et je pense que ça va m'aider aussi à me donner la force de faire mon coming out en famille. Ça, c'est pour 2025 aussi, le coming out? Je l'ai pas écrit pour 2025, okay. Mais j'espère, ouais, fin 2025, on verra. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment, je peux pas t'en parler, mais j'ai un blocage qui est dû à mon enfance. Enfin, un passé qui est dû à mon enfance qu'il faut que je débloque. Tu peux pas en parler parce que? Je suis incertain sur la chose et là, c'est beaucoup, beaucoup trop personnel pour que je puisse en parler. Et je pense que ce truc me bloque dans plein de choses dans ma vie, sexuelle, personnelle, etc. Okay. Et t'es pas sûr dans le sens, t'as des souvenirs que tu questionnes. Exactement. Mm-hmm. Et tu penses que c'est possible de s'inventer des souvenirs? En fait, je pense que mes souvenirs sont réels, mais il y a une espèce de flou dans le truc où c'est un souvenir avec des personnes de ma famille. Mm-hmm. Et ces personnes, j'ai 28 ans aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que ces personnes, je ne les ai jamais plus revues. J'ai l'impression d'inventer le personnage, en fait. Mm-hmm. Le personnage. Ils existent ou pas? Ils existent, okay. Mais je vois tous les gens qui étaient autour de ces personnes-là, je les vois encore. Ouais. Mais ces personnes-là, j'ai l'impression qu'ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Ouais. La dissociation et ou l'effacement est un processus du cerveau pour survivre. Donc j'ai besoin de travailler là-dessus. Ouais. Je pense que j'ai un blocage là-dessus où j'ai besoin de travailler et ça va me débloquer plein d'autres trucs dans ma déconstruction d'homme gay et sexuel. J'ai envie d'intellectualiser et possiblement tu me dis ça me saoule et du coup on le fait pas. À ton avis, pourquoi t'es attiré par les blancs?
Et est-ce que la binarité, c'est genre, mais c'est le hasard des kiffs, Guillaume. Je peux rien te répondre que j'aime plus la fraise que la papaye. Bah, je sais pas, question de goût et tout, vraiment, vraiment. Et versus, bah, oui, il y a une histoire de goût, je préfère la fraise à la papaye, mais il y a aussi ce que le blanc incarne. C'est rigolo parce que tu vas comme à l'encontre, exactement à l'opposé de ce que ton grand-père et ta mère exigent de toi. Et moi, par exemple, j'ai un peu une petite tête de révolutionnaire et je vois que dans mon appétit, il y a parfois, mon cerveau choisit l'opposé de là où on m'attend. Et parfois, je me dis, bah, ça, c'est pas totalement un hasard. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Je jamais réfléchi à la question. C'est quelque chose pour moi qui a toujours été très naturel. Je trouve, enfin, j'ai toujours trouvé un mec. Enfin, j'ai toujours eu plus d'attirance pour un mec blanc. Je sais pas, il y a toujours un truc qui se crée plus facilement. J'ai plus tendance à. Toi, t'es pas blanc yab. Non. T'es d'accord, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où, du coup, je me dis, tiens, c'est que toi, t'es attiré par des blancs qui viennent de la métropole. Pas que, ça peut être attiré. Des fois, ça m'est arrivé d'être attiré par des blancs yab, mais ouais, ça vient plus souvent de la métropole. Là, genre, tu vois, genre, on est en pleine période touristique sur l'île. Ouais, c'est la fête pour toi. Je tourne la tête, je suis là, waouh! Ah, non, mais là, il y en a trop, là, les gars. Ouais. Donc voilà. Mais tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Un autre narratif que je te propose, mais tout ça, l'intellectualisation, pour moi, elle a ses limites. Enfin, genre, l'épanouissement a le droit de ne pas s'expliquer. Mais moi, je trouve que ici, le blanc de métropole, c'est peut-être un ailleurs que je peux idéaliser en me disant, putain, c'est mieux là-bas. En tout cas, moi, je suis souvent attiré par les gens qui viennent d'ailleurs. Parce que, tu vois, moi, j'ai un petit fétiche, un petit kiff sur les Canadiens. Parce que je suis là, mais c'est génial le Canada. Et puis, quand je rencontre des gens canadiens, moi j'habite Paris, donc du coup, ils viennent avec un ailleurs qui me rafraîchit, qui m'inspire, qui me fait voyager. Et je crois que mon désir sexuel surfe sur cette idéalisation, tu vois. Mais t'as hoché de la tête. Je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que en fait, le fait d'être sur l'île, je suis quelqu'un de très curieux aussi. Et ouvert à des nouvelles cultures. Et je pense que certainement en étant attiré par des hommes métropolitains, je cherche à découvrir une culture un peu plus éloignée. Parce qu'effectivement, genre quand je rencontre un Breton, je suis là, vas-y, parle-moi de chez toi, quoi. Et peut-être que ce que je trouve pas inintéressant à voir, c'est que nos désirs, ils sont aussi politiques, parce que j'ai cru comprendre, j'ai découvert sur l'île que le yab, il est un peu mal vu. Dans les ethnies, c'est un peu le peuple paysan, le plouc. Là, tu hoches de la tête. C'est clairement ça. Moi, franchement, ça m'a choqué. C'est ouf parce que quand, du coup, moi, avec mon point de vue extérieur, j'étais là, mais j'y connais rien et je trouvais que c'était dur à entendre, tu vois. Parce que moi, du coup, des yabs, je mets des visages dessus et je suis là, c'est vraiment pas cool, les deux complètement injustes, mais on sait l'histoire en tout cas de ces petits blancs, de ce peuple terrien qui travaille la terre et puis qui peut-être était considéré plouc. Et c'est intéressant parce que yab vient de diable. C'était ces gens aussi qui quittaient la foi, qui étaient loin de l'église, et possiblement, quand je dis nos désirs sont culturels et politiques, c'est que est encore emprunt dans notre regard sur les yabs de putain, il est loin de la foi. Et je te dis pas qu'aujourd'hui on juge les gens à leur foi, mais peut-être ça s'est transporté dans nos narratifs que le diable est en eux, quoi. Bon, nos désirs sont du coup politiques, et que le métropolitain, c'est le riche, c'est le culturifié, c'est aussi, tu vois, ta mère te disait, faut qu'on ait de la culture générale aussi de cette métropole. Tu vois, c'est Astérix Obélix, quoi. Ouais, et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de points communs et d'ententes avec, pas que sexuel et amoureusement, mais même amical, avec les gens plutôt métropolitains. Il y a cette idée de culture, d'ouverture d'esprit. Voilà, moi, mes deux meilleures amies, une est
métro à 100%. Elle est née à Paris, ses deux parents sont métropolitains. Donc ça, c'est ma meilleure amie. Et mon meilleur ami, c'est un métis chinois oreilles. Sa mère est une métropolitaine et son père est un chinois. Et en fait, c'est des gens... je sais que je peux avoir des longues discussions. On peut débattre sur plein de sujets différents. Et moins avec des Réunionnais. Et en fait, sans étaler sa culture, mais juste discuter. Et en fait, il y a les Réunionnais ont un peu une connaissance limitée. Le Réunionnais s'intéresse peu à ce qu'il y a autour de lui. Les 800 000 Réunionnais, là, pas les 800 000, mais une bonne partie. Faut que je te fasse rencontrer mes auditeurs. J'ai pas rencontré cette réunion-là. Mais mon regard est biaisé, hein. Mais j'ai pas rencontré cette réunion-là, ouais. Après, moi, je le vois en famille, je le vois avec d'autres amis. Moi, je me rappelle, j'ai été dans un lycée. C'est peut-être ça aussi qui m'a construit dans cette idée-là. C'est que j'ai été dans un lycée à majorité métropolitain. Ouais. À 90% de métropolitains, j'ai envie de dire, dans le lycée. Ok. Parce que privé, riche ? Non, j'étais dans du public. Ok. Mais à l'ouest. Mais à l'ouest. Ah, bien sûr. Et sur les quatre lycées en fait de la commune, j'étais dans le lycée où en fait tous ceux qui habitaient le bassin Trésoreille, donc Saint-Gilles, La Saline, les Bains, les deux, venaient dans ce lycée-là. Et les créoles qui venaient dans ce lycée-là étaient plutôt de Saline-Léo, Saint-Gilles-Léo. Et qui est des milieux populaires. Milieu populaire. Ouais. Qui étaient noirs, métis, chinois. Ouais. Avec ces gens-là, j'avais du mal à m'entendre, à échanger sur des trucs, parce qu'en fait, on n'avançait pas dans nos discussions. Ce que j'aime chez quelqu'un à qui j'ai envie d'avoir... avec qui j'ai envie de discuter ou d'être ami, c'est quelqu'un qui puisse m'apporter quelque chose et que je puisse lui apporter quelque chose. Sûr. Et c'est des gens qui ne m'apportaient rien à part me mettre des œillets comme un cheval et genre avance. Et puis certainement qui te ramenaient au pilier de la masculinité, d'une certaine forme de culture qui toi peut t'emprisonner. Ouais. Moi je trouve ça... En fait, je sais pourquoi je t'ai amené dans cette intellectualisation du désir et je trouve ça pas du tout inintéressant parce qu'une fois que j'observe les dynamiques en moi, je peux... Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de généralité et je pense que dans la généralité, on perd une nuance et une finesse. Or, en fait, ils existent et ils sont extrêmement nombreux, les Réunionnais qui ont beaucoup plus de culture que moi et que toi, qui peuvent t'apprendre plein de choses et que dans la rencontre avec un ou une Réunionnaise, juste, tu vois, d'avoir en tête que t'as des petites machines qui tournent et qui te font avoir des œillères, quoi. Ouais. Parce que de là à me dire le Réunionnais a pas beaucoup de culture, je trouve un peu... J'ai limite envie de te tirer les poils du nez. Oui, on t'a déjà tiré les poils du nez ou pas ? Non. Tu généralises pas un peu ? Un Réunionnais n'a pas beaucoup de culture, tu généralises beaucoup. Ceux de mon entourage. Le poil du nez tiré, c'est très désagréable. Mais je suis contre la violence et l'absence de consentement. Donc, sauf si là, après, tu me disais, écoute Guillaume, j'aimerais que tu me tires les poils du nez, sache que j'ai une pince à épiler dans ma chambre. Ça ira, t'inquiète. Je suis sûr qu'il y a des gens, c'est faux, je me cache derrière les auditeurs qui m'ont rien demandé. Est-ce que je suis ton type de blanc ? Parce que je ne peux pas passer à côté du fait que j'ai exactement plus de 10 ans que toi. Or, toi, ton kiff des hommes âgés. Là, je vois dans tes yeux que tu essayes de voir ce que tu vas répondre. Donc, je te laisse un peu de temps. J'ai 38 ans, t'en as 28. Donc, je suis pile dans la catégorie homme blanc métropolitain de plus de 10 ans. Quel est ton style d'homme ? Et je crois que je suis trop poilu pour toi. De ce que j'ai ouï dire que toi, c'est l'absence de poils qui t'émoustille, les poils du nez. Oh non, du tout. Non. C'est vraiment pas. Et quand je vais te dire c'est quoi mon style d'homme... Et sois franc. Du coup, là, on joue un jeu parce qu'on est sur un podcast. Et donc, si tu dois me dire j'aime pas ci, j'aime pas ça en toi, franchement, ça fait partie du jeu. Je trouve ça rigolo. M'insulte pas, mais vas-y, tu vois. Non, mais taquine-moi. T'as totalement raison. Tu rentres dans la case de mon style d'homme. Mais mon style d'homme, tu vas voir qu'en fait, c'est pas une question de poil parce que j'aime bien le mélange viking cowboy. Mélange viking cowboy. Ouais. Alors le viking, c'est le grand barbu. Ouais. Blanc. Ouais.
En fait, j'aime Et bien le cowboy, c'est quoi le cowboy, j'aime bien ça, la vérité chez le cowboy, tu vois, qui a aussi chez le viking, mais en fait, j'aime bien ces deux. Ouais, j'aime bien ça. Non, mais moi, le cowboy, à part qu'il fume et qu'il se lave pas les dents, ou Non, mais justement. le cowboy moderne, pas le cowboy l'ancien. Donc ceux qui votent Trump dans l'Amérique profonde? Non, mais sur le physique, Gros cliché là. oui, mais que sur le physique. Non, mais Alors, je te taquine, mais je je suis sais pas si t'as vu Yellowstone, la série. Non. Il y a un mec dedans qui s'appelle Luke Grimes, Ok. qui, alors, clairement, je suis allé regarder la série juste pour lui. Ok, cool. Donc, tu pourras regarder après. Ouais, parce que j'ai pas d'image de cow-boy comme ça qui me viennent de cow-boy moderne. Mais donc, ouais, l'aspect Donc, viril. un peu mec, cheveux longs, petite barbe, belle barbe, et un peu physique classique, un peu mec viril, voilà. Ok. Donc là, voilà. ma situation capillaire nous éloigne. Un peu. Un peu. Mais quand je regarde le mec dont je suis tombé amoureux, n'avait pas beaucoup plus de cheveux que toi. Tu veux dire toi et moi, on va tomber amoureux? On sait pas de quoi la vie est faite. Alors, faut que tu te dépêches parce que je pars après-demain. Ah ouais. Sans foutre la pression. Et alors, les relations à distance, c'est mort. Non. Et puis, en plus, faut que tu te dépêches. Et puis, il y a un sacré défi, c'est qu'en ce moment, moi, je suis tellement heureux célibataire. Ah putain, je me suis cassé les couilles avec cette histoire de couple, que ma vie commencerait quand je serai en couple, que sans couple, je suis rien, que j'ai peur d'être seul et tout. Ah, c'est tellement bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis là à bouffer mes petits litchis, là. Je suis trop bien. Je te comprends tellement. J'ai envoyé un message à un mec, genre 3 jours, où je lui disais, mais mec, en fait, arrête de te prendre la tête, je ne cherche pas une relation sexuelle. Enfin, sérieuse, pardon. Oh, il est beau ce lapsus. Oh, il est beau. Je veux une relation, je veux juste un sex friend, en fait. Je veux juste un mec avec qui je sors de temps en temps en soirée, et qui je couche. Je ne veux pas plus que ça. Donc, petit moteur de je mets à distance. Ouais. Parce que le gars, en fait, par texto, il te disait veux-tu être mon petit ami? Non, il ne disait pas ça, c'est juste Tu lui as mis un tarif gratuit. Il a commencé à prendre de la distance. En fait, c'est un mec qu'on parlait depuis un moment. Et à partir du jour où on s'est rencontrés, la soirée où on s'est rencontrés a été très intense dans notre rapport l'un à l'autre, où on a quasi passé la soirée à se galocher, à se toucher à toutes les parties du corps, Ouais. sans avoir de rapport sexuel. Ouais. Et on était où, là? On était... tu peux pas dire. Ouais, 31 janvier, enfin... 31 décembre. Décembre, pardon, réveillon... sur la plage? Sur la plage. Ah putain, ça c'est le truc que j'ai pas fait, je suis tellement triste. Alors, J'ai pas, parce que moi je ne savais pas, mais la Réunion, bon, les gens qui savent toujours pas, c'est une île, soit, et donc t'as une plage, soit aussi, et c'est vraiment un rite, c'est-à-dire tout le monde va sur la plage et partage un réveillon géant où il va y avoir plein de feux d'artifice et plein de bouffe, etc. Et ça, c'est vraiment une déception. Ah, ça, c'est une déception, je regrette. Et donc, attends, mais tu me galoches en public? T'as pas fait ton coming out et tu me galoches en public un gars sur la plage? Ouais. Bravo, enfin bravo. Bah, je suis heureux pour toi. Donc, très mais attends, mais tu flippes pas que les potes de potes. Je suis avec mes potes en fait. Et tout le monde se connaît. Les gens connaissent ta mère et tout. Quand je suis avec mes potes, ça va. Mais non, mais tu galoches un mec, le cousin de la voisine. Non, mais t'es d'accord que dans l'Ouest, c'est ultra facile que des gens qui connaissent ta mère te voient et vont voir ta mère le lendemain. Je suis plus. Je me prends. C'est un truc qui était dans ma déconstruction. Je suis là, bah en fait, j'en ai rien à foutre. Si ma mère l'apprend par quelqu'un d'autre, bah. C'est ainsi. C'est ainsi. Comme je te disais quand on a échangé avant ensemble. Ma mère tombe sur le podcast par hasard, elle me reconnaît à ma voix et à mon prénom, et elle dit mais en fait, merde, c'est mon fils. Je dis ben, c'est que ça devait être ainsi. Imagine ta maman, elle nous écoute. T'as envie de lui dire quoi? Désolé de pas te l'avoir dit à moi-même, et que tu le découvres comme ça. Mais tu veux lui dire quoi d'autre? Juste... Enfin, je sais même pas. Je pense que je sais qu'elle m'aimera quoi qu'il en soit, tu vois. Que je sois gay, hétéro, bi, peu importe. Donc juste sois plus gentil sur certains points là-dessus. C'est ce qui m'a un peu
ce qui me fait un peu peur de le dire, c'est que je préfère me dire accidentellement parce que je sais pas si c'était volontaire ou pas. Ma mère et certains membres de ma famille ont eu ce qu'on pourrait appeler des dires à la limite d'être homophobe. Dis-les. Là, j'en ai plus, mais tu vois, moi j'ai déjà entendu dire, mon tonton qui lui est un mec très hétéro, viril, avec une histoire où avec les femmes c'est lui qui commande, tu vois. Dire si mon fils il préfère se prendre des bites, c'est son problème, mais du moment qu'il vient pas enfin, un espèce de truc, voilà. On voit très bien. Je pense qu'il y a plein de gens qui t'écoutent et qui voient très bien. C'est pas à la limite d'être homophobe, on est d'accord que on est dedans là. Bah, c'est vrai que moi c'est pas insulte, c'est-à-dire il a pas dit, c'est ça. Ouais, c'est pas de l'homophobie. Enfin, c'est pas, il a pas dit. Pour moi, il a pas dit. Ouais, espèce de gay, va te faire enculer, tu vois. Ouais. Mais l'homophobie, c'est pas que l'insulte. Et je pense que eux, ils connaissent pas quelle est la limite en fait, tu vois. C'est pour ça que, ils le disent sans comprendre qu'ils peuvent blesser un homosexuel. Ok. Parce que je connais ma famille, ils sont pas dans de la violence, que ce soit par les mots ou par les gestes physiques. On a grandi avec beaucoup d'amour, mais je pense que quand ils disent ça, ils s'en rendent pas compte qu'ils peuvent blesser quelqu'un. Ok. Comme je te disais tout à l'heure, on a un humour très spécial dans la famille. Et si t'as pas l'habitude, tu peux te sentir blessé, tu vois. Moi, je pense qu'il y a Je m'identifie vachement à toi. J'ai mis des années et des années à accepter et à voir l'homophobie dans ma famille. J'arrêtais pas de tourner autour du pot et de raconter tout un narratif, c'est-à-dire les mots étaient très clairs et moi je dis oui mais en fait il y a eu un matin où le volet était à moitié fermé donc il s'est passé ça, etc. Et je pense que il y a dans mon processus de coming out, il y a eu d'abord la digestion de leur violence, de la violence qui m'entourait, et de la reconnaître en fait, et de reconnaître que pour faire le coming out, c'est trop beau quand tu dis, si ta maman écoute, tu dis je pense qu'elle m'aimera de toute façon, et dans ce je pense, il y a tout. C'est qu'en fait la question qu'on lui pose à ta maman c'est m'aimeras-tu ? Et donc bien entendu que c'est pas, du coup, tu as tes potes qui disent bon allez, tu fais quand ton coming out ? Mais en fait, ton cerveau, il essaye de survivre et la question qu'il pose, c'est dans cet environnement familial, aurais-je ma place ? Serais-je aimé ? Parce que j'ai de nombreux faits qui posent la question, tu vois. Parce que, en fait, ce que tu as à disposition, c'est des paroles rejetantes. T'as aucune parole de dire ah ça serait merveilleux, ça serait un super rapport à la famille, ça me rappelle mon super pote d'enfance gay que j'adore, je suis allée à leur mariage, j'adore son mari. T'es d'accord que si t'étais entouré de ça, le coming out il serait fait depuis longtemps. Et je pense que ce qui m'empêche à passer à l'acte, c'est que dans ma famille je serais le premier, tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui me fait peur, c'est d'être le premier. Bah ouais. Et d'être la source de plein de questions. Et j'ai pas envie de devenir un sujet une bête de foire. Bah ouais. Parce qu'on vient de me poser 1 milliard de questions, je veux juste vivre ma vie en fait. J'ai envie de te donner le conseil suivant, c'est que là précédemment, je suis passé dans les premiers épisodes, t'as dit ah putain le 31, ou je sais plus quand, le 1er janvier, je me suis dit ok c'est maintenant, tu as dit c'est maintenant je fais mon coming out, et puis en fait tu m'as dit je me suis dégonflé, et tu as dit plusieurs fois j'ai essayé, plusieurs fois je me suis dégonflé, et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit ah attends, en fait est-ce qu'on peut lister toutes les raisons puissantes et importantes qui font que là en fait c'est une sacrée épreuve qu'on a devant nous, et que ce qui est à risque c'est pas du détail, tu vois ce que je veux dire, que ce geste de coming out c'est une déflagration pour toi,
Et qu'en fait, il y a des vrais risques. Et même si, en effet, notons les peurs de ton cerveau, parce que tu vois, peut-être ton cerveau, il a peur pour sa situation, enfin, si jamais ta mère te met à la porte. Et peut-être que, et tu hoches la tête là, vigoureusement, et peut-être que le gros de ton cerveau adulte dit « Mais non, Raphaël, tu dis n'importe quoi ». Mais oui, mais s'il y a même 2% de ton cerveau qui a cette peur, faut qu'on la mette à un endroit pour qu'on lui réponde, pour qu'on dise « Bon, petite peur, on va pas t'écouter, mais je sais pas, peut-être que tu as une situation de logement où tu sais que si ces 2% ont eu raison, bon, ben tu sauras rebondir. Et quelque part, tu vois, faut qu'on prenne soin de chacune de ces peurs. Et le moment où tu dis « Ah, je me suis dégonflé », ou le moment où tes potes disent « Bon, allez, c'est bon, ta famille est ouverte », ça fait fi, en fait, d'une réalité qui est bien plus nuancée et complexe. Et on peut pas passer l'obstacle comme ça, d'un bond. Je crois que... Qu'est-ce que t'en penses ? T'as hoché de la tête quand j'ai dit « Ta mère pourrait te mettre à la porte ». Oui, parce que j'ai chez ma mère, en fait, je pense qu'il y a aussi cette peur de comment elle réagit, de si elle me fout à la porte, en fait. Parce que j'ai déjà rencontré des mecs qui ont été mis à la porte parce que par mon voisin, enfin à une époque, mon voisin du dessous, qui est un ami que je connaissais au lycée, ses parents l'ont foutu à la porte quand il a annoncé à ses parents qu'il était gay, et il vivait en dessous de chez moi, chez ses grands-parents. Donc voilà, et j'ai connu aussi une fille qui a été foutue à la porte par sa mère parce que à 18 ans elle était enceinte. Et du coup, ouais, d'avoir vu des gens dans cette situation, je pense que ça crée aussi une peur chez moi. Si t'es mis à la porte, on fait quoi ? Là, tout de suite ? J'irai chez mon meilleur ami. C'est sûr, il le sait, il serait OK ? Ouais. Combien de temps ? Ça, je sais pas. Je sais qu'il peut m'héberger un temps, le temps que je retrouve quelque chose, que je retombe sur mes pattes. Ok. Mais et comment tu retombes sur tes pattes ? T'as les moyens financiers pour le louer ? Absolument pas. Non. Absolument pas. Ok. Donc c'est pour ça que je vis chez ma mère. En fait, il y a encore un an, il y a un an de ça, j'ai quitté ma coloc il y a un an de ça. Ouais. Parce que j'ai quitté un taf il y a un an, je me suis mis à mon compte et en fait je savais que financièrement ça allait plus être la même en cas d'argent. Donc là je suis allé frapper chez ma mère, toc toc, je rentre à la maison. Et ouais. Le pote peut nous héberger un mois et après il dit putain je suis désolé et tout mais faut que tu trouves un autre plan, qu'est-ce qu'on fait ? Et je te fais faire cet exercice parce que pour moi de lister chacune de ces peurs même un petit peu irrationnelles et de leur répondre jusqu'au bout. C'est ça le geste, je pense, qui peut nous sécuriser. Mais après, tu peux ne pas être d'accord. Hein. Mais est-ce que tu es OK de jouer le jeu avec moi jusqu'au bout ? Donc au bout d'un mois, en fait, il dit, je suis vraiment désolé, il y a ce truc qui me tombe dessus. Tu peux trouver un autre plan ? On fait quoi ? Soit j'irai chez une autre amie à moi qui peut m'héberger pareil un temps. Ok. Et je pense que ce qui découlera, en vrai... ce que je serais obligé de faire, c'est de me remettre dans une situation que je n'ai pas envie de revivre, c'est de me remettre en coloc. Ok. Et ça saoule. Ouais. On est à combien de temps professionnellement d'avoir la possibilité de louer un truc solo, pas trop cher ? Je me suis donné 2 ans. Je me suis donné jusqu'à mes 30 ans. J'en ai 28, j'ai eu 28 il y a un mois. Pour développer ton freelance en ce sens ? C'est ça. Et de me dire, même ok, si dans ça 2 bloque ans, ton coming out, je peux... Même si... Pardon, excuse-moi, vas-y, finis ta phrase. Je sais, je me dis, voilà, je me donne 2 ans pour me dire, ok, financièrement, il faut que je sois capable de me sortir, de payer un loyer tous les mois. C'est peut-être pour ça que le coming out, c'est pas pour 2025 ? Je sais pas. En vrai, ça va vraiment dépendre, parce que là, tu vois, par exemple, en vrai, j'ai un client régulier donc, qui me permet de sortir tous les mois un salaire fixe. Ouais. Mais je sais absolument pas. Je me dis fin 2025, mais il se peut que ce sera pas ça. Il se peut que j'aurai un déclic et en fait ce sera milieu 2025. Ouais, tu verras. Je trouve que la pression est inutile, tu vois. Surtout quand on a bien regardé toutes les peurs et les... Enfin, c'est gigantesque en fait. T'as une montagne gigantesque devant toi. C'est terrible. Et je dis ça parce que du coup, on pourrait se dire « Ah putain, c'est pas très positif. » Je suis désolé, il y a un moment donné où il faut aussi qu'on regarde les choses en face. Et c'est terrible pour n'importe quel enfant. Enfin, moi, dans mon cœur, je me connecte profondément à toi. Et je me rappelle exactement cette peur, en fait, d'être rayé.
du rêve familial, enfin de ces moments. Dans mon intro de l'épisode précédent, je parlais toutes ces fois où on se voit en famille, ces week-ends passés ensemble, ces pique-niques. Enfin, moi, du coup, je suis rayé de ça. Enfin, c'est terrible, tu vois. Et cette montagne, en fait, c'est elle qui fait peur et qui... Il faut arriver à trouver le chemin de ce putain de volcan en éruption. Et à la fois, et je l'ai dit 1000 fois sur ce podcast, mais ça va. En fait, moi, je peux pas nous laisser sur le début de l'ascension, tu vois. T'as fait le Piton des Neiges ? Non. Ah putain, il paraît qu'elle est tellement dure. Et moi, je l'ai pas faite, l'ascension du volcan. Mais moi, je suis de l'autre côté. Je suis à l'aire de repos avec mon bissap frais. Et je te dis, ça va le faire de ouf. Quoi qu'il arrive, tu vas te transformer. Et tu vas devenir, on n'a pas le choix, t'es un petit queer, comme moi. Et donc, bah ouais, l'option hétéro est pas dispo. Mais il y a d'autres options et ça va être ouf. Ça va être ouf au niveau intime, au niveau pas intime. Et je sais pas ce qui va advenir de l'entourage et des autres. On peut pas signer pour les autres. Mais tu sauras, la résilience queer t'amènera à un endroit exceptionnel. L'amour sera là. En tout cas, je refuse de vivre dans un monde et de faire un podcast qui n'aboutit pas à ça. Et je crois que les témoignages qui n'aboutissent pas à ça sont très compliqués pour moi. Très, très durs. Très, très durs. Je te rejoins là-dessus. Il faut que je la gravisse. Pendant que tu étais en train de dire ça, enfin, tu parlais de cette montagne. Et en fait, je pense que j'avais déjà des montagnes à gravir avant. Que j'ai faites l'année dernière aussi, tu vois. Sur d'autres points de ma vie où en fait, je suis là. Je peux pas gérer 1 milliard de... Enfin, une chose à la fois. Voilà. Je peux pas gérer 1 milliard. Je peux pas faire ça. Et en fait, si je me retrouve avec des problématiques, me faire submerger par des trucs et mal vivre les choses. Donc là, j'ai passé une étape dans ma vie l'année dernière. Enfin, déjà, je l'ai fait avec mes amis, ça s'est super bien passé. Le coming out. Le coming out. Super. Chouette. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et les derniers à qui je l'ai fait... Mais donc, t'es au milieu de la rando ? Oui. Rando, c'est trop léger. T'es au milieu de l'ascension ? Je suis au milieu du truc. Ah, ouais. Parce que... Bravo. En fait, j'ai aussi une vision du truc où je suis là... Moi, j'aime pas... j'ai pas cette idée de coming out où, en fait, j'arrive, au fait, je suis gay. J'ai pas ce truc en moi de le faire. Okay. Donc, avec mes amis super proches, j'ai officialisé la chose. Et genre, par exemple, mon meilleur ami, il l'a appris par sa mère qui m'a vu m'afficher librement avec un mec qui était mon mec de l'époque. Ah non, mais toute ta famille est déjà au courant, mon petit chat. Et non, ils sont pas... Enfin, il n'y a pas de case... Ils sont pas dans l'Ouest ? Non. Cette mère n'est pas dans l'Ouest ? Non. Ah, tu t'es montré autre part dans l'île ? Ouais. Généralement, si je le fais... Et puis là, je le fais dans un cercle qui est fermé. Aussi, quand je l'ai fait... quand je me suis montré, c'était un cercle fermé. Mais la mère était là ? La mère était là. En fait, j'avais oublié... Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai connu la mère de mon meilleur ami, qui est une amie, avant de connaître mon meilleur ami. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis affiché. C'est après, je me suis dit, mais merde, c'est la merde. Du coup, elle l'a dit. J'ai pas compris. Du coup, tu veux faire ton coming out comment si c'est sans dire que tu es gay ? En fait, je suis... Alors, avec mes amis, du coup, je l'ai dit. Mais je suis pas là où, genre, quand j'arrive en soirée à montrer que je suis gay ou à le dire que je suis gay. Si tu me poses la question, je vais te répondre. Mais si tu me poses pas la question, je vais pas être là à te dire, oh, en fait, je suis gay. Non, si t'as envie, enfin voilà. Ouais, bien sûr. Donc, oui, là, on parle de la spécificité de la famille, où là, en effet, il y a un geste de sortie du placard. Ça. Et avec mes amis, il y en a, ça s'est fait parce qu'ils ont vu. Il y en a, ils sont venus me poser la question. Et ils sont venus poser la question au bon moment, au moment où je commençais à m'accepter. Et
les dernières personnes à qui je l'ai dit sont des personnes qui me posaient pas la question, mais qui m'ont dit après qu'ils avaient un peu remarqué. Ce sont les parents de mon filleul. Et en fait, au moment où... Qui sont pas connectés avec ta famille ? Qui sont pas connectés à ma famille. Au moment où ils me disent Raphaël, on veut que tu sois le parrain de notre fils, j'ai ressenti une pression où je peux pas avoir de secret pour eux. C'était déjà des amis très 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 proches. Et là, ils ont une confiance telle en moi qu'ils me confient la parrainité pour leur enfant. Et je m'en fait d'une pour ce petit, je peux plus me cacher en fait. Là, faut que je l'assume, il faut que je lui montre que on vit dans un monde assez incroyable pour que tu puisses assumer ta sexualité et grandir dans un monde où tu te sens épanoui. Il faut que je dise pour les auditeuristes que là, t'as fait 1000 gestes de entre guillemets, entre guillemets, entre guillemets, entre guillemets. Parce que ce monde n'existe pas encore. Exactement. Tout à fait. Et là, du coup, je peux plus me mentir à eux sur cette chose-là. Donc, je me souviens un repas chez eux où je leur dis le truc, mais genre, c'est passé comme si j'avais dit bonjour. J'étais là, ok. Vous êtes sûr, vous avez compris ce que je vous ai dit là ? Ouais, mais t'inquiète, on t'accepte comme tu es, et puis voilà. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec cette idée que le coming out, c'est un moment. Mais en fait, le coming out, c'est non-stop et c'est des moments. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, en fait, le coming out, je le fais presque tous les jours, ou je choisis de le faire presque tous les jours, et où le format aussi, je le choisis presque tous les jours. On a eu un problème de voiture. Avec donc du coup la voiture que j'ai et tout, que j'utilise, et le garagiste, dans le changement de batterie, etc. C'est pas arrivé là, j'invente, mais peut dire avec votre femme. Enfin, on commence à discuter en fait. Il était trop sympa, on discute de tout et de rien. Et pendant cette interaction, c'est pas rare que les gens te ramènent à ta femme, machin, je sais pas qui conduit la voiture. Enfin, tu sais, genre, il y a plein de manières, et je prenais volontairement cet exemple pour dire que c'est ouf le nombre de fois où on te pense hétéro. Et où du coup, t'as le choix de dire non, pas ma femme. Comment je le dis sur l'humour, est-ce que en fait c'est pas le moment, le gars garagiste, genre dans 5 000, enfin il a 1000 clients qui l'attendent, je vais pas commencer à lui raconter ma life, etc. Mais tu vois ce que je veux dire, et c'est un apprentissage. Ouais. Et je lui dis ou je lui dis pas. Enfin, quelle est la réaction normale que je devrais avoir en fait ? Je sais pas. Alors du coup, c'est vrai que chacun dans son cœur. Quand on vient me demander. Ouais. Et encore, c'est très rare qu'on vienne me demander. Là, je te parle pas de demander. Je te parle d'être hétérosexualisé automatiquement. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je veux en sortir et comment j'en sors et quel sens je mets à ça. Moi, ma réponse, c'est que j'en sors à chaque fois. Tu le dis à... Ah ouais. Ah en fait, si tu veux pas aller sur ce terrain, on n'y va pas. Et d'ailleurs, les gens peuvent changer de sujet. Mais si tu y vas, tu veux me rencontrer, je vais pas... Là, j'ai envie de rencontrer ce garagiste. Vraiment, je l'ai trouvé joyeux et tout. J'ai envie qu'il soit lui-même. Donc, en fait, s'il doit... notre conversation, j'ai envie qu'il me raconte, tu vois, des trucs. Dès que si je le fais pas moi, l'autre en miroir se cachera. Je comprends. Après, je suis aussi très stratégique et j'ai aussi un instinct de survie. J'attends peut-être qu'il ait changé ma batterie. Ou bien... Oui, je pense que ça dépend des situations. Moi, ça m'est arrivé de dire... Enfin, de me retrouver... De pas se mettre dans la merde, quoi. J'étais commercial automobile. Ah ! Je travaillais... C'est toi que j'aurais dû appeler, là. Oui. Je travaillais dans une concession sur l'île et donc sur le terrain, en déplacement, avec des garagistes. Dans l'est de l'île. Que des hommes. Bien sûr. Macho. Ouais. Un discours sur les femmes qui, aujourd'hui, s'ils étaient en public, ils se feraient lyncher... par toutes les associations. Et étant comme professionnel présent sur place, c'était compliqué pour moi. Bien sûr. Parce que j'étais là à limite acquiescer à ce comportement pour pas les vexer, pour pas perdre des contrats, pour pas perdre des clients. Et du coup, tu vois, je sens ce truc où non, là, c'est pas le bon endroit de le dire. Mais par contre,
avec d'autres gens de la concession, qui étaient des collègues, c'était pas une problématique. C'est pour ça. Les gens disent « Ah ouais, les gays, ils sont plus artistes, coiffeurs, ah 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 ». Moi, ma réponse, c'est non. En fait, il y a des métiers où en fait, on peut évoluer. Et il y en a d'autres où en fait, à part se renier ou se faire insulter ou machin, c'est juste impossible. Donc bien entendu qu'il y a des gays super talentueux coiffeurs et c'est très bien et c'est leur voie. Et je dis pas que les gens se forcent à devenir coiffeurs ou à être dans des métiers artistiques, que sais-je, les autres clichés. Mais il y a quand même des endroits où c'est plus safe. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens fans, il y a plein de gays fans d'automobile qui seraient trop contents de bosser dans le milieu et qui en fait ne le peuvent pas, ou bien qu'ils le peuvent mais qui se taisent. Moi j'ai plein d'exemples dans la finance là à Paris. Oh là là, quelle horreur. Bon, on va finir cette deuxième partie. On est bavards, hein. On est tous les deux très bavards. Je suis très bavard. Mon surnom quand j'étais petit, c'était à Radio sans pile. Ah, c'est tellement cute. Et à la fois un peu méchant, non ? Non, moi je le prenais bien. Radio sans pile. Mais c'était mon surnom quand j'étais petit, quand je parlais trop. Il me disait la radio sans pile, là, c'est bon, calme-toi. Et puis moi, à l'école jusqu'au lycée, je me prenais des mots d'avertissement dans mon carnet, ou dans mon cahier de texte, quand j'étais dans les écoles primaires et maternelles. Raphaël a passé sa journée à bavarder, Raphaël bavarde. À chaque rentrée, ma mère, c'était « Surtout, tu te fais pas remarquer. C'est les premiers jours, tu te fais pas remarquer, tu fermes ta bouche, t'arrêtes de parler. » Et je suis là, d'accord, au bout de 3 jours. Bam, mais j'adore parce que Radio Sans Pile, donc il y a l'enfant en toi Radio Sans Pile qui fait un podcast. Ouais. Mais c'est génial. Je suis très heureux d'entendre cet enfant. Moi, ça me parle de ouf parce que sur mon carnet à moi, il y avait marqué « manque de retenue », un peu de retenue. Et ça, c'est un truc que mes parents ont répété. Et franchement, je les déteste pour ça. Aujourd'hui, je les défonce pour ça. Parce que, non, c'est pas vrai, parce que je suis pas... C'est pas vrai, mais là, dans notre conversation, je le dis comme ça. En vrai, je les taquine et tout. Mais surtout, je suis là. Non, mais en fait, un peu de retenue par rapport à ton monde de merde. Mais moi, en fait, c'était pas... Il n'y avait pas de preuve, c'est-à-dire, j'avais aucun geste malvenu. Enfin, la retenue... Qu'est-ce qu'on racontait à l'enfant ? Parce qu'on ne le disait pas, lance de la nourriture à la cantine, ou frappe ses ailes. Là, de ouf, un peu de retenue, et genre juste respecte les autres. On ne m'a jamais expliqué, mais on m'a dit, flamboie pas trop, rentre dans la case. Et ça, c'est sûr, parce que ma scolarité, elle a été faite dans un putain de collège-lycée catho, où en fait, la retenue, c'est rentrer dans la norme, dans la fucking case. Donc, Radio Sans Pile, mon petit chou, bienvenue ici, tu es au bon endroit. Et Wham, un peu de retenue aussi. Non, faudrait que je trouve un autre truc. Bon, je sais pas. Allez, à la partie 3, à bientôt. Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres, des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure, le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent ? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été, alors contactez-moi. Sortez vos agendas, voici les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Paris, 12 février, Lausanne en Suisse, 15 février, c'est un enregistrement live, Metz, 21 février, Marseille, 5 mars, Paris, 12 mars pour un apéro, et encore Paris, 12 avril pour un enregistrement live. Pour avoir les infos ou s'inscrire, direction le site du podcast, page rencontre.
Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.